vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jérémy Ferrari, s'il vous plaît. Bonsoir à la Défense, ça va? Vous avez passé une bonne soirée, la Défense? Le monsieur, il a juste dit bonsoir à toutes, hein, si j'ai bien entendu. Bonsoir à toutes. Complètement décomplexé. Bonsoir à toutes. Merci la Défense d'être aussi nombreuse. Non, c'est super. Attends, je vais poser ça 2 secondes. Je peux te poser ça dans 5 ans? Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Écoutez, déjà un grand merci parce que j'ai la chance de faire une tournée d'avant-première vraiment géniale. Bon, là on est sur la fin, hein, puisque là on a déjà fait pratiquement 55 ou 56 villes, donc je pense que vous êtes parmi les dernières dates. Je crois qu'il m'en reste une à Bruxelles. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que quand on a commencé cette tournée d'avant-première, on m'a dit bon, tu sais, les avant-premières, c'est pas comme le spectacle et tout, les salles sont pas forcément pleines, machin, parce que les gens savent que le film sort après, donc voilà, faut pas te... Donc je m'étais un peu préparé psychologiquement à parler devant des salles vides, ce que j'avais pas fait depuis longtemps, et c'était pas des très bons souvenirs dans ma vie. Et du coup, c'est génial parce que vous m'avez offert que les plus grandes salles de tous les cinémas dans lesquels on est allé, avec que des salles pleines. Donc déjà, je voulais vous remercier très fort parce que cette tournée d'avant-première était géniale. Je sais pas si le film va marcher, mais j'ai vécu une tournée d'avant-première comme si ça allait être un succès. Donc c'est super. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Ce que je vous propose, les amis, c'est d'échanger avec vous. J'ai pas prévu un truc que je vous lirai ou je sais pas quoi, machin. Je trouverais ça nul parce que ça veut dire que tous les jours, je disais la même chose, surtout que des fois, je fais 4-5 cinémas dans la journée. Donc j'ai préféré vraiment être en impro total avec vous. Donc l'idée, c'est que vous leviez la main, on vous amène un micro, vous posez votre question et je vous réponds. Il faut juste un ou une première qui démarre. Il faut toujours un ou une première qui démarre. Voilà, très bien, ça va vite à la Défense, c'est parfait. On peut l'applaudir. Hein. Bonsoir, comment tu t'appelles? Axel. Salut Axel. Moi, je voulais savoir ce qui avait été le plus difficile, voire challengeant dans le fait de tourner dans le désert, ce qui est technique, personnel. Oui, c'est large comme question. Ouais, j'aime bien. Ce qui a été le plus difficile, Axel, c'est de convaincre des financiers de mettre 7 millions d'euros dans un pitch qui est un mec qui part, qui est peut-être le fils de Kadhafi, rechercher une journaliste dans un camp de djihadistes, avec une fichesse homosexuelle qui sort d'un camp de déradicalisation, un malvoyant puceau réactionnaire et un chien à 3 pattes. Vraiment, Axel, le truc le plus difficile, c'était d'aller pitcher ça dans des bureaux de directeurs en n'ayant jamais réalisé un film. Ça, c'était vraiment... Genre le désert, à côté de ça, franchement, c'était easy. Donc le plus dur était fait une fois qu'on avait l'argent pour faire le film. Non, après, écoute... bon, la question est très large, donc parce que qu'est-ce que c'était le plus dur personnellement, techniquement, parce que c'est très différent, tu vois, entre allumer une caméra et gérer mes problèmes personnels, par exemple, c'est quand même 2 opposés. Non, ce qui était le plus difficile, ça reste quand même les conditions de chaleur, parce qu'on est dans le désert. Même si Eric Judor, je ne sais pas quel souvenir il a du tournage, il est complètement zinzin. On a commencé les interviews la semaine dernière. Il commençait à dire aux journalistes, franchement, c'était cool. Il faisait 17. Il faisait 42 hein, dans le désert. Hein. 42 parce qu'on est en septembre. Hein. Moi, j'ai commencé à faire les repérages dans les dunes. Il faisait 57 degrés. D'accord? Quand je suis allé faire les repérages. Et lui, il commence à dire aux journalistes, il faisait 17, 18. Il se souvenait même plus que le premier jour de tournage, vous voyez, le premier jour, c'est le moment où on a la Jeep qui s'arrête là. C'est vers la fin du film, quand ça s'arrête avec le Prachi et Zulika vont se sacrifier, machin. Donc ce moment-là, normalement, on était censé donc être perdu seul dans le désert, et en fait, il y avait un marathon, enfin il y avait un rallye de motos au même moment, donc avec des hélicoptères, des quads. Enfin, vraiment, on n'était pas du tout perdu tout seul dans le désert. On avait vraiment tous les moyens de transport possibles pour partir si on voulait. Et donc Eric avait totalement oublié que ce jour-là, donc on est quand même sur quelqu'un qui raconte dans les interviews qu'il faisait 17 degrés. Il a oublié que le premier jour de tournage, donc on était là. Il y a une grande nana, une Allemande, sur une moto énorme comme ça qui est arrivée. Vous imaginez Eric Judor, il est à la place du tabouret. Elle est arrivée avec sa moto comme ça, il faut imaginer le truc. Hein. Elle est arrivée, elle a balancé la moto devant Eric. Elle est arrivée presque en rampant en disant water, ça veut dire eau. Parce qu'elle était en train de crever de soif. Donc il a quand même quelqu'un qui a failli mourir de soif sous ses yeux, et lui,
8 mois après, interview, il faisait 17, 18, il faisait hyper bon. Donc non, les conditions de tournage, la chaleur du désert est quand même vraiment écrasante. En plus, c'est une chaleur vraiment sèche, tu vois. Même si on a eu des histoires d'inondations dans le désert, je vous raconterai après si vous voulez, mais c'est un truc qui te sert. L'air est chaud en fait. Donc, je sais pas comment expliquer, mais tu respires, ça te rafraîchit pas, quoi. Il y a un truc qui brûle tes poumons tout le temps. Et puis le sable, en fait le sable c'est terrible parce qu'un pas ça vaut 4 pas, quand tu vas tirer des caméras, monter, puis en plus moi j'étais réal et comédien, donc quand je monte des dunes, je dois les monter et les redescendre en tant que comédien et les monter et les redescendre en tant que réalisateur. Donc voilà, on a tous perdu beaucoup de poids, en plus moi j'ai voulu aller loin au Maroc parce que comme tout le monde tourne au Maroc, dès qu'ils veulent du désert ils vont au Maroc, les gens, c'est normal, j'ai fait pareil. Hein. Et c'est parce que le pays est magnifique, les gens sont hyper sympas. Et les équipes de tournage sont extrêmement compétentes. C'est-à-dire que c'est pratique parce que si tu n'es pas obligé de ramener, si tu viens de France par exemple, tu n'es pas obligé de ramener toute ton équipe française, tu peux vraiment t'associer à des productions marocaines parce qu'ils sont hyper forts en cinéma. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, la moitié des équipes, c'était des Marocains. Et donc, tout ça est super, mais le problème, c'est que du coup, tout le monde a les mêmes images, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dès que les gens ils vont tourner dans le désert, c'est les mêmes trucs. Et moi, j'ai dit, je veux pas les mêmes images que tout le monde. Si on va dans le désert, je veux que ce soit des images que les gens n'ont jamais vues au cinéma. Alors ça, je vous donne une petite astuce. Si vous voulez des images au Maroc que personne n'a, eh ben, vous allez à la frontière algérienne où il y a un début de conflit. Et là, il n'y a aucune autre équipe de tournage. Et la peur que vous voyez dans les yeux des comédiens, si vous voulez, elle est réelle, hein, puisque les gens ont peur, en fait. Hein. Ah, t'as répondu à ta question ? Je suis pas parti sur ce côté personnel, parce que ça te regarde pas, mais techniquement, t'as la réponse. Bonjour. Une petite musique d'ambiance le temps qu'on passe les micros, parce que ça fait vachement retomber le rythme. J'ai une bonne question. Ah bah attends. Extraordinaire. Comment tu t'appelles Je m'appelle Luna. Salut Luna. Bonjour. C'était pour savoir, j'étais très déçue ce soir de ne pas voir Eric Judor et je voudrais savoir pourquoi il n'a pas pu venir. Bah parce qu'il a d'autres choses à foutre que répondre à tes questions, Luna. Ah C'était ta bonne question du coup. C'était celle-là? mais le film il était drôle. C'est gentil, merci. Non mais Eric et Laura ne font pas. Eric et Laura font pas toutes les avant-premières avec moi. C'est mon rôle. Je l'ai écrit, je joue dedans, je suis réal. Donc c'est moi qui m'en charge. Mais il était là hier à l'avant-première au Grand Rex. Voilà. Il y a des gens qui étaient là à l'avant-première au Grand Rex. Regarde. Voilà Luna, tu vois. Ouais. À 15 minutes d'ici, hein. Tant pis. Mais je suis content que tu sois content de me voir, en tout cas, Luna. C'est toujours plaisir, quoi, de se déplacer, je veux dire. J'ai repris le micro, juste Ah, là. super. Ça va, toi? Bonjour Jérémy. Comment tu t'appelles? Marc. Salut, Marc. Alors premièrement, merci pour tout ce que tu fais dans tes spectacles, etc. Par rapport à la DA que tu as dans tes spectacles, sur la religion, la médecine, etc. Déjà, merci pour ça. C'est incroyable de le faire et de le faire dans la manière dont tu le fais. Et la question, moi, porte sur le film, parce que j'ai vu beaucoup de scènes qui m'ont fait penser au duo Impossible, etc. où on sent le rire pas loin et l'impro. Et je voulais savoir, il y a combien de scènes dans le film où... Putain, j'avais mal compris ce que tu disais. Pardon, Je croyais que j'ai pas été assez clair. Non, c'est pas ça, c'est moi. Je croyais que tu étais en train de me dire, on est à ça de rire. Ah non. Quand il a dit, je vais dire, waouh. Il était bien, Fallait que je finisse ma tournée d'avant-première comme ça, quoi. Avec l'autre qui me dit, où est Eric Judor? Et un deuxième qui me dit, franchement, j'étais à ça de rire. Et jamais c'est venu, quoi. Comme dans les duos impossibles. Alors, donc, justement, j'ai compris. Bah écoute, de toute façon, j'ai écrit les duos impossibles depuis 10 ans. Donc, forcément, tu retrouves ma patte dans le film. Hein. On ne se change pas. Et donc, j'ai du mal à répondre à cette question parce qu'en gros, si la question c'est dis-moi Jérémy Ferrari, j'ai l'impression que le film c'est un peu du Jérémy Ferrari. En tant que Jérémy Ferrari, je risque de se répondre oui, c'est vrai que ça me ressemble un peu. Non, mais alors après, je vais essayer de développer une réponse intelligente autour de cette question vraiment nulle. Merci. Merci Marc. T'es venu avec Luna ou pas? Non. Vous avez un groupe, je veux dire, de bonnes questions? Pas encore.
Non, en fait, oui, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que, comment dire, ça fait 15 ans que j'ai la chance d'ailleurs d'écrire des dialogues et tout avec plein d'humoristes, et j'adore dialoguer, c'est un des trucs que je préfère faire, c'est un des trucs que je fais entre guillemets le plus... Chut, on vous entend là-bas, on vous entend. C'est un des trucs que entre guillemets, que je préfère faire et que je fais le plus facilement, parce que j'adore écrire pour des univers différents. Laura et Eric, je les ai vraiment choisis pour le film et j'ai vraiment écrit les rôles pour eux. Donc forcément, tu vois, tu vas retrouver. J'espère que ce que tu as retrouvé, c'est l'efficacité et le côté ping-pong, parce que c'est ça que j'ai essayé de retranscrire. Tu vois, pour moi, tu vois, si tu prends des films comme par exemple Le Père Noël est une ordure ou Le Dîner de con, ben c'est des pièces de théâtre à la base. Et c'est pour ça que les dialogues sont si efficaces. C'est parce que à la base, ce sont des gens qui n'ont pas l'artifice du cinéma. Ils peuvent pas aller Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est les comédiens et la scène, et c'est tout. Ils ont un décor derrière eux, mais il faut que les dialogues soient très très forts. C'est pour ça que souvent, quand les adaptations sont réussies, ça donne des films extrêmement drôles, parce que les gens se sont pris la tête sur les dialogues. Et donc j'ai essayé de me prendre la tête sur les dialogues et de prendre des comédiens qui me rappelaient évidemment le rire que je pouvais essayer d'avoir sur scène. En fait, à la base, ce scénario, il y avait Guillaume Batz dedans. C'était vraiment la toute première version du scénario, il y avait Guillaume Batz. Et on commence le financement du film et Guillaume Batz meurt. Donc il m'aura vraiment cassé les couilles jusqu'au bout. Et de là, je peux pas réécrire pour Guillaume, enfin je peux pas remplacer Guillaume, c'est pas possible. Je peux pas mettre un autre acteur à sa place, parce qu'il n'y a pas d'acteur français qui soit dans cet état-là. Et en plus, les mots que j'avais écrits pour Guillaume, c'était trop dur émotionnellement, si tu veux, de les mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Je n'y arrivais pas. Donc j'ai effacé les deux personnages. Je t'ai dit, il y avait 3 personnages qui n'étaient donc pas ceux de Eric et de Laura. Je les ai effacés, j'ai gardé que Noé, j'ai gardé la trame du film, donc l'histoire de Kadhafi, tout ça, j'avais tout gardé, et j'ai réfléchi à comment je pourrais réécrire ce scénario. Et comme c'était un peu dur d'écrire, parce que bon, émotionnellement j'étais un peu atteint, et puis j'avais bossé des années sur ce scénar, et recommencer à zéro c'était difficile, je me suis dit, un de mes producteurs m'a dit, peut-être tu peux mettre une femme dans un des 3 rôles, peut-être ça va t'aider quoi, à t'éloigner un petit peu du truc. Et finalement, je me suis dit, ouais, c'est une bonne idée. Et je me suis dit, si je me mets à écrire pour quelqu'un, ça va m'aider en fait. Donc j'ai réfléchi à pour qui je pourrais écrire, et j'avais fait le sketch du confessionnal avec Laura. Si vous n'avez pas vu le sketch du confessionnal, n'hésitez pas à aller le voir, ça peut vous plaire, sauf si vous êtes un catho un peu susceptible ou une pute de Dubaï, mais enfin j'imagine que si vous êtes une pute de Dubaï, vous n'êtes pas à la Défense ce soir, ou alors c'est vraiment que ça n'a pas marché de ouf là-bas. Et donc j'ai commencé à écrire, et donc je me suis dit, il faut que je m'inspire d'un des personnages de Laura, et donc j'ai commencé à développer le personnage de Zulika, mais sans prévenir Laura. Donc j'ai pas appelé Laura, je me suis inspiré d'un personnage et j'ai développé Zulika. Et après j'ai écrit Ryan, mais sans penser à quelqu'un. J'ai juste écrit le personnage de Ryan en me disant, bah, tiens, ça va être marrant d'avoir ce personnage-là en face de Zulika, mais sans penser à personne. Une fois que j'ai écrit cette version de scénar, j'ai appelé Laura, je lui ai dit, écoute, regarde, j'ai écrit le rôle, j'espère que tu vas accepter, parce que tu imagines à qui je pouvais proposer ce rôle-là. N'importe quelle comédienne en France m'aurait dit, mais t'es un t'as écrit ça pour Felpin, elle t'a dit non. C'était beaucoup trop grillé. Et donc j'ai écrit, et donc j'envoie à Laura, et elle me dit, je prends un train, je dis dans le train, elle écrit, au bout de 45 minutes, elle me dit, écoute, c'est extraordinaire, je pleure de rire dans le train, je te dis oui, j'ai pas appelé mon agent, j'ai pas appelé mon manager, je te dis oui tout de suite. Je dis ok, super, donc ça c'était ma bonne nouvelle quoi, du moment. Et de là, on se met à réfléchir à qui pourrait jouer Eric. Ryan. Et très vite, les producteurs, à un moment donné, on est en discussion, puis il y a Eric Judor qui arrive dans la conversation. Je dis putain, mais quelle bonne idée, Eric Judor, ça serait tellement extraordinaire, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire depuis longtemps. Je l'aime beaucoup. Je le connais pas humainement, mais c'est un mec que j'ai vu en interview, j'ai envie de le rencontrer. Je connais un peu Ramzy, mais pas Eric. Donc je dis vas-y, on tente avec Eric Judor. Donc j'appelle Eric Judor. Il me fait 1 heure d'impro au téléphone parce qu'il a entendu un chien, mon chien aboyer ou je sais pas quoi. C'est pas d'une façon de parler quand je dis il a fait 1 heure d'impro. Il a fait 1 heure d'improvisation au téléphone en me faisant des conneries sur les waf waf et il imitait le chien, je sais pas ce qu'il a fait. 1 heure, et je me dis on est mort de rire, mais je me dis je vais raccrocher, il saura même pas qu'il a appelé, je sais même pas si j'ai dit mon prénom. Et au bout d'1 heure, je finis par dire à Eric, je t'appelle pour un film. Ah bon, c'est quoi le pitch? Alors lui, je lui dis djihadiste, chien à 3 pattes, chèvre dans le désert. Il fait c'est extraordinaire. On n'a jamais vu comme ça une comédie française.
Donc je dis, bah écoute, il me dit, c'est quoi les dates de tournage? Je lui donne les dates de tournage, et puis il me dit, ah putain, je tourne mon film en même temps et tout, ça va pas le faire. Ah, j'ai dit, ok. Moi, il me dit, mais bon, envoie-moi quand même le scénar, je suis curieux de lire. Bon, je lui envoie le scénar. Il me rappelle le lendemain, il me dit, écoute, j'ai lu 20 pages, si tout le film est comme ça, je décale mon tournage, je fais ton film. Ouais, mais il me rappelle pas. Donc, il me dit, bon, bah, la 21e page a apparemment été très déceptive. Et finalement, je le rappelle et tout, et puis il avait pas fini de lire. Enfin, on finit par s'avoir au téléphone 2-3 jours après, et il me dit, écoute, je trouve que tout le scénar est génial, je trouve que c'est efficace, c'est drôle, c'est vraiment hyper original. Enfin, il me fait plein de compliments. Mais il me dit, je trouve que le personnage de Ryan, il s'éteint un peu au fur et à mesure du scénar, tu vois. Et il me dit, mais bon, te réécris pas pour moi, franchement, le film il marche comme ça, puis de toute façon, j'ai un tournage, donc ça va être compliqué et tout ça. Et puis moi, ça me faisait chier parce que je me disais, putain, mais je peux pas perdre Eric, parce que là, je me disais vraiment, c'est super. En plus, je trouvais que le cast était cool pour les gens, tu vois, c'était frais, quoi. Je trouvais que, tu vois, il y a différentes générations, différents univers, différentes carrières, un ton différent sur chacun des trois. Enfin, je sais pas, je sentais qu'il fallait que ça matche. Donc le soir, je relis le scénar et en fait, je m'aperçois qu'il a raison, en fait. Je me dis, putain, il a raison. En fait, le personnage de Ryan, je l'avais un peu mis de côté, quoi. Mais je pense parce que j'écrivais pour personne. Et le fait de d'écrire pour personne, j'étais un peu moins inspiré. Et du coup, je pense que je l'avais un peu bazardé, le personnage, sans m'en rendre compte, tu vois. Et du coup, le soir, je me refais toute la carrette avec Judor. Je me refais Eric et Ramsey, Platane, Problemo, enfin, tout ce que je trouve d'Eric, je me le fais pour essayer de rentrer sa mélodie dans ma tête. Le lendemain, je vais au bureau, j'écris tout le personnage. Et j'essaie vraiment de l'étoffer en profondeur, pas juste mettre des vannes, tu vois. J'essaie de lui donner une vraie force dans le scénar, tu vois. Et écoute, je lui renvoie le soir, je lui dis ouvre tes mails, il ouvre ses mails, je lui dis regarde, tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'il y a de nouveau. Et il ouvre et il éclate de rire. Il me dit, mais il y a au moins 30 pages de plus. Il me fait, mais t'as réécrit ça quand? C'est eu hier. Je dis, bah j'ai réécrit ça aujourd'hui. Il me dit, ah ouais, putain, on m'avait dit que t'étais taré, mais t'es vraiment taré. Et il me dit, ouais, bah super, j'accepte le rôle. Mais je dis, mais t'as pas lu? Bah, il me dit, de toute façon, si t'as réécrit un scénar en une journée, si le rôle me plaît pas, tu le réécriras dans l'avion. Puis Eric, quoi. Et c'est comme ça qu'Eric a accepté le rôle. Donc du coup, si tu veux, évidemment, tu vas retrouver un peu l'univers dans mes spectacles. Mais tu sais, il y a même des journalistes qui m'ont fait m'apercevoir que j'avais repris des thèmes que j'avais utilisés dans tous mes trucs, et puis des thèmes que j'aimais moi humainement, mais je m'en suis pas forcément aperçu. Tu vois, ils m'ont dit, ah mais en fait, t'as mis de la géopolitique, t'as mis du handicap, t'as mis de la religion, t'as mis du voyage, comme je suis un amoureux de la nature, t'as mis des animaux. En fait, c'est un condensé, je pense, de tout ce que j'avais dans la tête depuis ces 15 ans de carrière, que j'avais pu exprimer sur scène de manière différente, mais pas au cinéma. Et donc, oui, je pense qu'effectivement, à partir du moment où je mets les 2 ou 3 personnages ensemble dans la même pièce, ben, je me mets à dialoguer comme je dialoguerais un sketch. Parce que je pense que c'est la manière la plus efficace d'écrire. Tu vois, je suis assez convaincu de ça. Je pense que ça m'a beaucoup servi, en tout cas, pour écrire ce film. Je trouve que personnellement, c'est ce qui résonne le mieux dans tous les spectacles et dans le film aussi. Ah ben, ça, écoute, c'est très gentil, Marc. Merci beaucoup. Ça n'excuse pas ce bandana, mais franchement, la remarque est... Ouais, c'est gratos, mais je suis obligé de faire des vannes. Dès que je vois un truc, je suis obligé. Je suis désolé. En plus, j'adore les bandanas, j'en portais quand j'avais 12 ans. Bonsoir, c'est moi. Ah, c'est je suis vous, là, merci. je suis là. Oui, mais je suis là, ça veut rien dire pour moi. J'ai restez 400 sur le côté, personnes devant sur moi. votre droite en fait. Sur ma droite. Voilà, Alors, ça, mais c'est voilà. ça, c'est vrai. Parce que je suis là. Ça va? Comment tu t'appelles? Valéria. Salut, Valéria. Merci. Et en fait, on se connaît de... Putain, sa meuf aussi, elle a un Ah ouais, bandana. d'accord. Vous êtes un groupe de Oui, bandanas. j'ai Non, une pardon. bandana. Ils ont tous des bandanas, putain. C'est incroyable, c'est génial. Vous êtes rencontrés sur un stand de bandanas? Ça se réunit sur incroyable. Pardon, vas-y Valéria. Non, mais j'ai l'habitude, vous en faites pas. T'as l'habitude de te faire couper par des coupes en des bandanas? Non, pas me faire rejeter comme vous venez Oh de là, le ça y est, faire. on va passer dans ta vie. On a tous des problèmes, Valéria. Non, moi j'avais une question justement, je reviens sur le sketch avec Laura Felpin avec le prêtre. Comme c'est la première fois où vous êtes là en tant que réalisateur et pas en tant que sketchman, ça fait quoi? Ça a fait... On commence à comprendre pourquoi t'as déjà vécu le rejet, hein, Valéria. Hein. Sketchman. Et là, donc, ce soir, je suis en tant que cinéman. Oui, voilà, en tant que... Non, réalisateur, j'ai dit. J'ai Ouais, pas ouais. dit sketchman.
Ça a fait quoi justement vis-à-vis de toutes les scènes à tourner de ne pas avoir des fous rires? Parce qu'en tant que réal, vous avez un petit temps pour pouvoir filmer dans les temps, selon les producteurs. Non mais je m'y connais, hein, J'ai rien compris à la question, Valérie. Tu as mélangé tellement de mots qui vont ensemble. Hein. Dans le jargon, on est bon. Il y a producteur, réalisateur, acteur. On sent qu'on est dans le jargon du cinéma. Alors par contre, tout ce qu'il y a autour ne veut rien dire. D'accord. Tu as du temps parce qu'en tant que réalisateur, dans les fous rires, j'imagine que par rapport au sketch, quand vous étiez sketchman, ça ne veut rien dire. Valérie. D'accord. Je te dirais bien de le mettre par écrit, mais je pense que ça va être pire. Non, par écrit, c'est très clair, parce qu'il y a 10 ans, je vous ai écrit, j'ai poucave la personne qui vous a piraté votre compte, et vous l'avez lâché. Donc par écrit, c'était très clair. Hein. Très bien, mais je m'en souviens, Valérie. Je crois pas. De ce fameux échange d'il y a 10 ans. Donc alors attends, non, en vrai j'ai rien compris à la question, je vais vraiment essayer de comprendre. Non, là je vais faire plus simple. Vas-y. Là vous êtes réalisateur, c'est la Là, première jusqu'à fois. là on est bon. Ok, c'est la première fois où vous tournez, vous avez un plan de travail, vous devez suivre au niveau des journées, tout ça. Ouais, même si globalement dans mes agendas je suis les journées, hein. Généralement sur Je mes m'en autres projets doute. aussi, mais on Je a me compris le doute principe. bien, mais dans les tournages, on a toujours des Il y a un plan. imprévus. Voilà. Avec Laura Felpin, au vu du rôle qu'elle a et le sketch du confessionnal que vous avez fait, il y a eu un fou rire. En tout cas, le fou rire a failli On a eu un partir. fou rire dans le sketch, oui. Voilà. Je voulais savoir, du coup, avec toutes les scènes que vous devez faire avec elle, comment ça s'est passé. Ah d'accord. Voilà. Putain, waouh. Tu pouvais pas juste nous dire, et alors les fous rires pas trop durs sur le tournage? C'était compliqué de faire cette putain de phrase, Valérien. 25 minutes pour juste nous parler des fous rires, qui est la question la plus banale de la France. Tout le monde m'a posé cette putain de question. Putain, Valéria. T'es chiante, Valéria. Je ferme ma gueule, pardon. Alors, oui, il y a eu énormément de fous rires. Je peux t'en raconter quelques-uns si tu veux. Les 3 scènes qui ont été les plus difficiles à tourner. Alors, la première, c'est pas dans l'ordre de tournage, mais on s'en fout. D'autant que vous ne connaissez pas l'ordre de tournage. Je sais même pourquoi je fais cette précision. J'ai l'impression que tu déteins sur moi, Valéria. Je deviens hyper chiant. En gros, la scène l'une des scènes où j'ai cru qu'on n'allait jamais arriver à la rentrée tellement je riais, c'est parce que ils ont 2 techniques d'improvisation différentes, Laura et Eric. Laura, elle ponctue ton texte de mots. Tu vois, elle prend ton texte et elle t'en rajoute comme ça. Donc souvent, du coup, elle me chope en rire parce que je m'y attends pas. Eric, il a une méthode complètement différente. Eric, il prend ton texte et vraiment, il le met de côté et il réécrit en fait autre chose. Donc c'est 2 méthodes. Donc Laura, par exemple, l'un des trucs où vraiment j'ai cru que j'arriverais jamais à rentrer la scène, c'est quand j'arrive dans le hammam. Bon, déjà, tu vois, c'est un peu dur parce que t'as tous les gens du tournage, ça fait 2 jours, ils te font, ah bah t'es content, on fait ta scène mercredi, bon, ils se foutent de ma gueule. Et donc toi, t'es quand même en serviette, tu vois, bon, t'es pas hyper à l'aise, bon, c'est tout, c'est la scène, faut la faire, mais bon, c'est pas le meilleur moment de ta vie. Et t'as Laura, donc, qui attend et qui me regarde rentrer, et qui me fait, et moi, j'avais écrit, la vanne, le texte que j'avais écrit, c'est, oh, Thibaut Inchek, comment t'es gaulé, frère, n'importe quoi. Ça, c'est ce que j'avais écrit. Et quand je m'assois, elle me rajoute, bravo ma puce. Ah les amis, bravo ma puce, j'ai cru que j'allais mourir. Le bravo ma puce, mais d'où ça sort? T'es en serviette, t'es torse nu, tu t'assois, elle te regarde, dit bravo ma puce. C'est hilarant quoi. Ça c'est... Et toute l'équipe a éclaté de rire. Même si moi... Et cette scène, on avait vraiment eu du mal à la rentrer. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes sur mon Insta, j'ai publié un petit bêtisier là sur mon Insta, allez-y si vous voulez. Et à un moment donné, elle a fait une impro où je rentre, elle dit oh le paquito que t'es là. Et pourquoi t'es bonne comme ça, wesh? Et donc là, moi, j'éclate de rire dans le bêtisier, et t'entends toute l'équipe fait non, parce qu'en fait, ça faisait genre une demi-heure qu'on essayait de faire la scène, et à chaque fois, je rigolais. Parce qu'à chaque fois, parce qu'elle gueule là dans le bêtisier, elle gueule parce qu'elle dit ah non, on reste concentré, mais en vrai, la vérité, c'est qu'à chaque fois que j'arrivais, elle m'en faisait une différente pour me faire rire. Donc ça a été une des grosses scènes où on a eu du mal. Alors là, je ne te parle même pas de la scène des dragons avec les œufs là de TikTok, alors ça, les amis. Alors moi, personnellement, c'est ma scène préférée du film, et ça, c'est très personnel, parce qu'on avait très envie de la faire avec Laura. C'était un moment dans une journée, on a eu que des journées vraiment hyper longues où on devait vraiment tout faire rentrer au forceps, c'était dur ce tournage. Et ça, c'est une scène où on avait de l'espace. Et en fait, déjà à la lecture avec Laura, on
on se pissait dessus en lisant cette scène. On s'était déjà beaucoup amusé à la lecture, donc on avait vachement hâte de la jouer. Et je dois avouer que on a vraiment genre ri, mais beaucoup. Parce que là, elle s'amuse, tu vois, elle a une autoroute, c'est-à-dire qu'elle est dans son perso, elle a un texte qui est hyper drôle, et elle dessus, elle s'amuse, elle te rajoute des phrases, des mots, des expressions. Enfin, c'était extrêmement drôle. Et le troisième gros fou rire du tournage, où vraiment là j'ai cru qu'on n'arriverait pas à rentrer la scène du tout, vraiment j'ai eu peur, ça qu'à un moment donné j'ai vraiment dit non les amis, vraiment je vous jure là, il faut qu'on rentre la scène parce qu'on n'y arrivera pas, c'est quand Ryan explique à Zulika pourquoi elle s'est trompée de prénom. Alors là, parce que si vous voulez, là vous avez un Eric Judor qui est en pleine position de puissance puisqu'il est dans une salle où il parle tout seul et on est assis devant lui sur un canapé, donc on est ce qu'on appelle pris en otage, et il le sait. Il sait que tant qu'il n'a pas dit la bonne phrase, on va continuer à tourner. Donc là, Zulika qui s'est trompé de prénom, il m'a sorti toutes les théories. Elle a sucé les rois mages. On a eu à peu près tout ce qui était possible d'imaginer de la sexualité de Zulika, il nous l'a proposé. Et ça a été un des moments qui était très compliqué, parce que le problème c'est que même l'équipe technique rit. Donc en fait, tu vois, ça finit, t'as le Perchman qui est comme ça, t'as Amber qui est comme ça, donc tout le monde rit en fait. Donc ça a été une scène où vraiment on a dû se concentrer très fort pour arriver à la faire. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Emmanuel. Salut Emmanuel. Alors, j'étais présent hier au Grand Rex. Au Grand Rex? Et j'ai vraiment eu besoin. C'est vraiment un grand film. Et, c'est gentil, et malheureusement, merci à la défense UGC, le son n'était pas terrible au Grand Rex. Et j'avais loupé plein de choses. De répliques, ouais. Donc j'ai eu besoin de T'étais dans le haut? Oui, ouais. Ouais. Et donc voilà, là j'ai bien profité du film et vraiment super. J'avais une question par rapport à l'association et Bobby. J'ai déjà donné hier en rentrant chez moi. Super. Très gentil. Pourquoi ce projet et Bobby? Je me rappelle de Action contre la Inf. Voilà, ah oui, du fait que j'avais taclé des ONG. Par rapport aux associations, etc. Pourquoi ce projet? Et aussi une question subsidiaire. Hier, vos invités sont repartis avec des petits puzzles. Ouais. Je voulais voir si ces petits puzzles avec des boîtes avec l'affiche du film allaient peut-être être vendus au profit de l'association, par exemple. Ah, alors écoute, tu me donnes une idée sincèrement qu'on n'a pas eu. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à vendre ces puzzles au profit de l'association. J'étais un peu jaloux. Hein. Mais c'est pas bête. C'est peut-être quelque chose qu'on peut mettre en place. Tu m'as donné une idée. Je vais en parler tout à l'heure en rentrant. C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi l'association? Parce que, alors déjà, entre Hey Bobby et Action contre la faim, on est vraiment sur un gouffre. Ce que je veux dire, c'est que les ONG que j'ai taclées dans mes spectacles, j'ai pas taclé toutes les ONG. J'ai pas taclé l'ONG de manière générale. J'ai mis le doigt sur certaines ONG parce qu'à partir du moment où elles ont une certaine taille, on tombe dans une certaine hypocrisie. Parce qu'on tombe dans un système de rentabilité, on tombe dans un système de réserve, de mettre de l'argent de côté, de salaire, etc. Et ça me gêne, parce que tu peux pas faire ça et en même temps envoyer des photos de gosses morts en disant « Donnez, sinon, lui, le prochain, ce sera ta faute ». J'estime que tout ça est à vomir. Et je continue de le penser sincèrement. En revanche, il y a des ONG, des petites ONG, par exemple, qui sont extrêmement honnêtes et qui redistribuent pratiquement 100% de ce qu'elles gagnent, et elles vont juste garder le minimum pour vivre, tu vois, parce que quand on me dit, bah oui, mais c'est les grands patrons d'entreprise qui dirigent Action contre la faim, c'est normal qu'ils gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Bah non, qu'ils continuent à diriger les entreprises, alors. Sinon c'est hypocrite. Parce que si tu dis, je me lance dans l'humanitaire, bah tu fais pas un salaire comme pour diriger Nescafé, sinon tu restes à Nescafé, tu vois. Si tu dis, bah, dans ce cas, tu as bien gagné ta vie, tu dis, bah tiens, pendant 3-4 ans, je diminue mon salaire, je prends un salaire minimum et je fais Action contre la faim. Mais tu vois, tu peux pas avoir la même logique. Le monde est assez cynique comme ça pour qu'on ait la même logique en entreprise que pour diriger Action contre la faim. Et je le rappelle, le tout en envoyant des photos d'enfants en train de mourir de faim aux gens et en leur expliquant que s'ils donnent pas, ça sera de leur faute si les gens vont mourir, les enfants vont mourir. Je trouve que tout système est à vomir et je continue de le dire. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'en soi, le système de l'humanitaire et le système de l'ONG, il est chouette. Et les systèmes associatifs, il est génial. Et il faut aider les ONG qui en valent le coup. Et je disais juste aux gens, méfiez-vous.
regardez bien où va l'argent, est-ce que vous savez où va l'argent, à qui vous donnez, c'est tout ce que je dis. Donc, je ne suis pas contre les associations et contre les ONG. Ça, c'était pour répondre à la première partie de la question. La deuxième, c'est pourquoi on a monté cet asso, parce que Bobby, j'en profite pour raconter l'histoire de Bobby. Donc, j'ai décidé de mettre un chien à 3 pattes dans ce film. Autant vous dire que très rapidement, on me dit vraiment, est-ce qu'on est sûr du chien à 3 pattes dans le film? Je dis oui. Et évidemment, on appelle Alex Leloup, qui est l'éducateur canin un peu phare du cinéma français. Déployer un chien dans un film, généralement, c'est lui. Et on l'appelle. Et lui, il nous dit, mais attends, mais moi, j'ai pas un chien à 3 pattes. Déjà, j'ai pas de chien à 3 pattes du tout. Et encore moins pour tourner, parce que c'est un dressage particulier. Enfin, il faut les préparer, les chiens. Et je dis, ben, moi je veux un chien à 3 pattes. Il me dit, mais ça veut dire aller en refuge, on n'est pas sûr que ça marche, selon le caractère du chien, selon ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment, un chien à 3 pattes qui est dans un refuge, a priori, il a un passif un peu compliqué. Donc t'es pas sûr de pouvoir le récupérer, tu vois, pour le mettre dans un film. Et je dis, ben, on prend le risque. Donc on avait d'ores et déjà décidé que, évidemment, si on prenait un chien dans un refuge, on le gardait, on lui trouvait une famille, hein, évidemment, qui joue dans le film ou non. Je veux dire, on n'allait pas le ramener au refuge après avoir tourné avec. Si j'avais fait jouer un enfant qui vient de la DAS, je ne vais pas le ramener à la fin du tournage. Je vais dire, écoute, Kevin, c'était extraordinaire de tourner ces moments avec toi. On espère sincèrement qu'un éducateur t'emmènera voir le film. Tu vois, c'est évident que on allait garder. Donc on avait débloqué un budget pour la famille qui éventuellement adopterait Bobby. Et puis finalement on n'a pas eu besoin parce qu'Alex a dit non mais moi je suis tombé amoureux de ce chien, je le garde. Donc c'était parfait. Donc Alex a gardé Bobby. Et on a fait tout un travail de préparation. Donc on est allé, on a fait plusieurs refuges pour trouver le bon chien, tu vois, celui que j'avais envie de voir dans ce film. Et puis Bobby, bon bah ça a été une évidence, comme il est extraordinaire dans le film. Et ce qui est très beau avec Bobby, c'est que donc Bobby l'avait. Alors l'histoire de Bobby c'est entre guillemets un peu marrante parce que donc Bobby a un accident de voiture au Maroc. C'est là où il perd sa patte. Enfin, il a un accident, il ne conduisait pas, hein, il a été percuté par une bagnole. Donc là-bas, il perd sa patte, il est opéré et il est rapatrié en France dans un refuge pour animaux handicapés. Et là, il y a moi qui vient, qui le sort du refuge et qui le ramène au Maroc pour aller tourner. Et donc, au début, Bobby, c'était assez fou parce que quand tu le caressais, s'il y a des gens ici ce soir qui ont des animaux, comprendront très bien ce que je dis. Même ceux qui n'en ont pas mais qui les aiment, quand tu caresses un animal, un chat, un chien, peu importe, tu sens une réaction, tu sens que l'animal il est content que tu le caresses. Il y a des animaux plus ou moins expansifs, mais enfin globalement tu sens quand même que le chien ou le chat est content. Et ben Bobby, quand tu le caressais, c'était une pierre. Il disait rien, tu vois, il n'était pas agressif ni rien, mais il ne réagissait pas, parce qu'en fait c'est un chien qui avait grandi dans la rue, ensuite qui était en refuge. Alors les bénévoles ils font ce qu'ils peuvent, tu vois, mais ils sont 2 pour 40 chiens, donc ils leur font pas des câlins toute la journée, ce qui fait qu'en fait c'est un chien qui n'avait pas du tout appris à recevoir de l'affection d'un être humain, tu vois. Et donc moi ça m'avait plus bouleversé, c'est ça que la patte, tu vois, parce que la patte, tu as compris que lui c'était un non-événement, hein. Il s'est réveillé un matin, il a fait ça, et ok il manque un truc, c'est pas grave, on continue, tu vois, lui c'est pas du tout, hein. Et donc ça, pour moi, ça m'avait vraiment fait mal au cœur, parce que je me suis dit, putain, c'est un pauvre chien, en fait, tu vois. Il a jamais eu de caresse, quoi. Tu te caresses la tête, il bouge pas et tout. Ça m'avait vachement fait mal au cœur. Et quand tu travailles un chien pour le cinéma, les 2 méthodes, elles sont très simples, elles sont communes, c'est lui donner de l'amour et jouer avec lui. En fait, un animal, quand il vient sur un plateau, il joue avec son maître. Donc lui, il est content de venir. Il avait une petite camionnette réfrigérée pour se reposer quand il tournait pas. Et quand on le sortait de la camionnette, c'est comme si vous avez un chien que vous allez lui jeter la balle, quoi. Il sortait de la camionnette, parce que pour lui, on allait jouer avec lui. Et donc les tournages étaient simples. Alors, Bobby n'avait plus envie de jouer, il retourne dans sa camionnette, on tourne à autre chose. Alors, on avait vraiment fait ça. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que là, en ce moment, je le revois beaucoup, Bobby, parce qu'on a fait plein de promos ensemble. Et la dernière fois que j'ai vu Bobby, déjà moi je l'ai vu évoluer, tu vois, au fur et à mesure du tournage et tout ça. La dernière fois que je l'ai vu, on était dans un endroit qu'il ne connaissait pas, sur un plateau télé, tu vois, avec plein de gens et tout machin. Il était allongé sur le dos, sur moi, comme ça, les 3 pattes en l'air, comme ça. Et dès que j'arrêtais de lui gratter le ventre, il faisait Donc on est quand même passé d'un chien que tu caressais et on a l'impression que, tu vois, enfin, à ça. Et ça, c'est hyper beau parce que tous ceux qui ont des animaux comprendront ce que je veux dire, c'est que ça veut tout simplement dire que le chien est heureux. Et donc, je vais te dire, même si le film marche pas, on aura sauvé Bobby. Et du coup, on a eu tellement mal au cœur pour ces associations. Parce que les associations déjà, les refuges déjà les refuges classiques pour les animaux déjà ils n'ont pas d'argent, mais alors les refuges qui accueillent des animaux handicapés, il n'y a rien du tout. Donc on s'est dit, on va profiter de ce film pour essayer de mettre un peu un coup de projecteur sur ces assos. Donc on a monté l'association heybobby.fr, enfin celle que vous avez vue tout à l'heure, et on essaie aussi de sensibiliser un peu les gens à la possibilité d'adopter aussi des animaux handicapés. Parce que quand vous avez un animal comme Bobby, il n'y a pas de diff en fait. Enfin, je veux dire, il joue, il court, il saute, etc. Il peut peut-être un peu moins bien vieillir, mais bon, nous-mêmes on ne sait pas comment on va vieillir, donc on verra bien. Mais c'est pas
c'est pas très différent. Donc ceux qui s'en sentent capables, hein, encore une fois, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvaise chose à faire, mais ceux qui s'en sentent capables, on essaie de leur dire que c'est possible aussi, quoi. Voilà. Bonsoir. Bonjour, j'ai Rémi. Comment tu t'appelles? Chiara. Ça va, Sarah? Chiara. Chiara, pardon. Je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une autre partie? Parce que du coup, on ne savait pas le nom du père. Ah, toi tu veux la réponse dans le 2. En fait, tu veux que je fasse un 2 pour avoir la réponse. Oui. Parce que tu n'y as pas cru à Saddam Hussein? Tu n'y as pas cru? T'as le droit de pas y croire, hein. Tu n'y as pas trop cru. Alors tu sais, je vais te dire la vérité. C'est Chiara ton prénom, hein. Ouais. Je vais te dire la vérité. Tu sais, il y a eu pas mal de gens qui ont. Je regardais, c'est ma note ça ou c'est la note de quoi? C'est la note ça? C'est bien, hein. Pardon, Chiara, je suis parti sur autre chose. C'était très beau notre moment et puis je suis parti vraiment sur l'ego de mon film. Je t'ai complètement oublié, je suis parti sur mes étoiles. Non, en fait, si tu veux, j'ai laissé plein de portes ouvertes dans le film, c'était pas forcément pour faire un 2, et le fait que t'aies pas la réponse, c'est un peu fait exprès. Parce que moi, j'aime pas les films où on nous explique tout. Tu vois, je déteste les films où tout à coup on te dit, et voilà, et lui il est sauvé, et elle va mieux, et lui il est parti en Australie, et tout va bien, et tout le monde est heureux, et au revoir. Ça m'énerve, tu vois. J'aime bien laisser des portes ouvertes parce que j'aime bien qu'on se pose des questions, comme toi. Tu vois, le film il est fini, tu te poses des questions, tu te dis, mais du coup, c'est qui son père? Et pour te dire la vérité, Chiara, quand j'ai proposé on a écrit ce film à trois, hein, et quand j'ai proposé cette idée de chute au film, les deux auteurs qui étaient avec moi ont éclaté de rire quand j'ai dit Saddam Hussein. Les deux auteurs ont éclaté de rire, et ils sont restés comme ça parce qu'ils pensaient que je faisais une vanne. Tu vois, ils pensaient pas que c'était une vraie chute que je proposais. Et donc ils éclatent de rire, et puis ils me regardent, et je dis non mais notez ça. Il dit on va pas finir le film sur Saddam Hussein. Je dis ah si. On va finir le film sur Saddam Hussein. Mais ça veut rien dire. Je dis non. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce que, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme autre choix? Et si on réfléchit à Chiara, on réfléchit, qu'est-ce qu'on pouvait avoir? Alors, c'est qui? Est-ce que c'est mon père? Oui. Bon, ben voilà, c'est son père, c'était merde, c'est qui déjà? Kadhafi. C'était Kadhafi, c'était son père. Ok, bon, ben voilà, ben c'était son père. Ah, ben c'était son père. Ok, fin, aucun intérêt. Est-ce que c'est mon père? Non. Non, c'est qui? Bah, c'est le voisin du dessus, tu te rappelles quand t'étais petit, bah, en fait c'était lui. Ah d'accord, fin du film, aucun intérêt. Tu vois? Alors que Saddam Hussein, on se dit, attends, mais quoi? Elle fait une blague? Elle dit la vérité? Elle fait encore un mensonge? On sait pas. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, j'ai entendu cette fin dans plein de salles. Il y a des gens, ils font, oh bah non, bah. Tu vois? Et c'est ça la réaction que je veux. En fait, moi, mon travail, c'est de faire en sorte de vous surprendre tout le temps. C'est de faire en sorte de vous amener là où vous ne attendez pas à aller, voire où vous ne voulez pas aller. Moi, je suis très content quand il y a des gens qui me disent « Ah ben moi, Noé, quand il abandonne Zulika dans le désert, j'avais envie de le tabasser. » Je dis « Mais c'est génial !» Parce que c'est pour ça que vous sortez, c'est pour ça que vous voyez des films, c'est pour ça que vous allez voir des spectacles, c'est pour générer des émotions. Si vous avez ressenti ça, c'est que vous étiez dans le film. Donc c'est parfait. C'est comme ces fameuses séries qui finissent par une fin où tout le monde dit « Ah non, mais la fin, elle m'a énervé. » Moi aussi, je le fais, hein. La fin, elle m'a énervé. Mais les scénaristes, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que tu repartes avec quelque chose, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de se dire « Est-ce que Zulika est en vie ?» Toi, t'en penses quoi? Tu crois qu'elle est en vie, Zulika? Peut-être. Tu vois, mais peut-être pas. Eh ben, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est de laisser aussi de temps en temps des portes ouvertes. Pas forcément pour faire une suite, mais en tout cas pour laisser l'imagination. Et en réalité, on peut imaginer ce qu'on veut. On peut imaginer ce qu'on veut. Et si ça se trouve, elle sait pas qui est le père. C'est peut-être pour ça qu'elle lui dit pas. Peut-être qu'elle en sait rien elle-même. Peut-être que c'est quelqu'un, mais elle veut pas le dire. Elle va jamais le dire. Tu vois, il y a 1000 possibilités. Ça va comme réponse? Oui, et je voulais savoir un truc aussi parce que je suis un peu déçue. Pourquoi on n'a pas vu le chien? Quel chien? Bah, Ah, tu voulais que je vienne avec le chien là ce soir? Bah, le chien, écoute, il était au Grand Rex hier soir. Luna aussi voulait vachement voir le chien, mais bon voilà, Luna elle a passé une soirée horrible aujourd'hui. Non mais parce que je pense que dans toutes les personnes ici, je pense qu'on voulait le voir.
Ouais, tu veux dire que tout le monde est venu là pour voir le chien, quoi. Non, mais dire le film aussi. Ouais, voir le film aussi. Oui, mais essentiellement le chien. Et pourquoi pas le film. Mais d'abord voir le chien. Donc là, tu penses vraiment que j'ai déçu toute la salle parce que je suis venu sans Bobby. C'est ça que tu es en train de me dire. J'ai niqué la soirée de tout le monde parce que Bobby ne m'a pas accompagné. Écoute, je suis désolé. Bobby, il était là hier. Mais bon, Bobby, il faut aussi qu'il fasse sa vie. Et il est reparti en Normandie, courir dans les collines. Là où il est plus sa place d'ailleurs que dans un cinéma à la Défense. Avec des gens qui ont des bandanas très bizarres. Ça te va, Cara? Alors, moi j'en ai un, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Bon. Natacha, bonsoir. Bonsoir, Natacha. C'était très drôle, bravo. Enfin, Merci. moi, désolée pour mes voisins d'ailleurs, qui m'ont entendu beaucoup rire. Une question peut-être un peu bizarre. Elle vous a gêné? Ah bah ça va. Non, j'en ai pour rire, je suis content. Quelle question vous n'avez pas eue et vous auriez aimé avoir? Oh, Et vous avez 2 heures. sincèrement, après 57 salles avec 1 heure par cinéma, il n'y a pas vraiment de questions où je me dis c'est vraiment dommage, celle-là j'aurais adoré l'entendre. Non, mais il y a des questions, il y a eu des questions, par exemple, alors, il n'y a pas de questions que j'aurais eu envie d'entendre, mais la question est intelligente, ça aurait pu. De journalistes, par exemple, ça, des fois, souvent, je me dis, putain, j'aurais bien voulu entendre cette question et je ne l'ai pas. Mais dans le public, c'était assez varié, c'était assez éclectique, c'était assez marrant, où tu as des questions absurdes, des questions drôles, des questions pertinentes. Mais il y a un truc il y a une dame qui m'a dit un truc qui m'a vachement touché. Et donc, je ne peux pas te répondre à la question que tu as, mais je te réponds à autre chose. Il y a une question qui m'a vachement touché. Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque qu'elle a faite. C'était il y a quelques semaines, je ne sais plus sur quelle salle, et il y a une dame qui m'a dit je vous remercie de la manière dont vous avez traité les femmes dans votre film. Et je lui ai dit ah bon? Je dis parce que moi c'est un truc, c'est très. Moi j'ai été élevé par des femmes, tu vois, donc des femmes très fortes de caractère, etc., etc. Et donc en fait ça m'a vachement touché parce qu'elle m'a dit bah, je trouve que vous l'avez traité de la manière la plus moderne possible, c'est-à-dire que sans trop en faire pour essayer de les sauver, en les rendant fortes, parfois injustes, etc., etc. Et elle m'a dit tous les personnages féminins de votre film, eh ben c'est une belle déconstruction des clichés qu'on peut avoir. Mais par exemple, elle m'a dit je trouve ça génial que Virginie elle veuille absolument coucher avec Noé et qu'elle le pourchasse comme ça tout le temps. En fait, elle trouvait que j'avais été juste parce que j'avais pas essayé de les sauver, j'avais juste naturellement fait des images différentes des images qu'on peut voir dans les films. Et ça l'avait vachement touché. Et moi, ça m'a beaucoup touché parce que comme moi j'ai été élevé par des femmes, etc. J'ai été content qu'elle voie ça parce que je l'ai pas fait pour ça, mais quand j'ai réécrit, je me suis dit tiens c'est marrant, les personnages féminins dans mon film c'est tous des personnages qui ont un truc vachement différent qu'on n'a pas trop vu au cinéma. Et donc par exemple ça m'avait touché qu'elle l'ait remarqué. Voilà. Mais une question que j'ai pas eu, j'ai eu envie d'entendre, que j'ai pas entendu, franchement c'est pas arrivé. J'ai entendu beaucoup de questions qui m'ont fait plaisir, auxquelles j'avais envie de répondre. Voilà. Ça te va? Je vais faire l'oiseau de mauvais augure, mais on va s'arrêter là. Alors, on s'en fait une dernière. Et puis après on y va. Après on fera toi. Et après on arrête. Alors. Ah, je sais, arrête de nous casser l'ambiance. Tu vas changer de bandana, va te laver les cheveux. Ok, bonjour. Je suis ici. Ah, salut. Alors, bonjour Noah. Salut Noah. Moi j'avais une question. Ouais. Comment s'est passé ton passage de la scène au cinéma? Et on va dire quelles a été tes motivations justement pour faire ce film? En raison. Bah, en réalité, de manière très sincère, moi j'ai toujours voulu faire du cinéma, tu vois. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on est humoriste, on est tous comédiens, on a tous des formations de comédiens et on se dit tous qu'on va jouer dans des choses. D'ailleurs, juste avant ce film-là, j'ai joué en tant que comédien. Alors si tu pars en tant que comédien, je vais te répondre très rapidement. On m'a proposé plein de trucs que j'ai refusé parce qu'on voulait m'emmener toujours dans des comédies très classiques et que j'avais pas envie de démarrer là-dedans. Non pas qu'elles étaient mauvaises, mais je voyais pas l'intérêt en fait. Donc j'ai commencé au cinéma dans un film qui s'appelle Rokia, qui était l'année dernière avec Golshifteh Farahani, un film très dur, très sombre, et j'étais hyper content de démarrer dans un film comme ça avec cette actrice. Et après il y a eu cette comédie que j'ai écrite. Et après la réalisation, c'est un hasard. En réalité, je ne devais pas réaliser ce film. La vérité, c'est qu'en fait, on était 3 auteurs sur ce film et l'un des auteurs, c'est le réalisateur de Rokia que j'avais fait avant et c'est lui qui devait réaliser ce film. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais tellement pris de place à l'écriture qu'il a fini par me dire en fait, il faut que ce soit toi qui le réalise, tu vois. Je l'ai pas dit ça déjà tout à l'heure un peu? Non, je pense que non, c'est dans la salle d'avant, parce que je suis un peu schizo, comme je change de salle tout le temps, des fois je me souviens plus ce que j'ai dit ici ou ailleurs. Et donc ça m'a terrorisé, tu vois, l'idée de réaliser.
Et finalement, j'ai pris ça comme un challenge, comme un défi. Et maintenant que je l'ai fait, j'ai trouvé que c'est l'un des trucs les plus incroyables que j'ai fait dans ma carrière. C'est-à-dire que en termes d'intensité, tu vois, le one man, par exemple, c'est le truc le plus intense que j'ai vécu. Être tout seul devant 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000 personnes, c'est indescriptible. Ce que ça te demande en énergie, en implication, en créativité, etc., c'est complètement fou. Et j'ai jamais trouvé un truc qui atteignait ce niveau d'implication. Pas de plaisir, hein, parce que parfois je pouvais prendre plus de plaisir à partir en tournée avec mes 2 potes, parce qu'il y a moins de pression, on fait que se marrer, etc. Je parle vraiment de challenge personnel et d'implication et de satisfaction. Donc je me suis toujours dit, tout ce qu'il y a en dehors du one man n'arrive pas à la hauteur d'implication et d'intensité du one man. Je peux plus le dire maintenant parce que la réalisation a vraiment atteint ce niveau-là d'implication et d'intensité. Hein, la réalisation d'un film, c'est extraordinaire, c'est incroyable, t'as peur, tu pleures, tu ris, t'y crois plus, t'y recrois, ça marche plus, pourquoi, comment, c'est complètement fou de ce truc-là. C'est vraiment incroyable. Et c'est vraiment l'un des trucs que j'ai préféré faire dans ma carrière. C'est pour ça que j'espère que, au-delà évidemment, la première chose que tu dis, c'est j'espère que ça va faire marrer les gens. Maintenant, j'en suis à plus de 20 000 spectateurs dans les salles, donc je vois bien que c'est cool. Tu vois, que les gens rient énormément au film et apprécient le film. Donc ça, c'est la première étape qui était la plus importante. La deuxième, c'est le nombre d'entrées qu'on fera. Mais ça m'importe uniquement sur la possibilité de pouvoir refaire un film. Je me fous complètement de l'argent que ça peut me rapporter et tout. Vraiment, je suis pas du tout là-dedans. La seule chose, c'est je sais que si je fais tel nombre d'entrées, je pourrais refaire un film. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà. On finit avec... je finis là parce que quand il a vu que le micro partait, il a fait « Oh non !» Donc j'ai senti une vraie motivation à vouloir poser une question, donc je suis obligé de... Ah oui, je t'ai mis la pression. Ouais, bonsoir. Comment tu t'appelles? Aurélie. Salut Aurélie. Déjà, bravo, ça fait plaisir d'avoir une comédie drôle et qui est bien filmée. Merci. Et du coup, c'est la première fois que tu réalises, est-ce qu'il y a des métiers dans le cinéma où soit tu connaissais pas, soit tu disais « Ah putain, je savais pas que ça prendrait autant d'importance » ou quelque chose qui t'a surpris? Eh ben c'est bien, ça va compléter la première question et ça sera une belle manière de conclure. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai pris ce truc-là avec beaucoup d'humilité. Ça, c'est très important quand tu arrives dans un nouveau truc que tu ne connais pas. De manière générale, l'humilité, je pense que c'est important. On en manque tous parfois à des moments, et moi, je vais aussi en manquer certainement à des moments. Mais en tout cas, j'essaie de me rappeler que l'humilité, c'est important. Et quand j'ai voulu démarrer la réalisation, la première chose que j'ai faite, c'est manger avec des réals, lire des bouquins sur la réalisation. Et ensuite, la deuxième, troisième chose que j'ai faite, c'est aller parler avec chaque poste qui compose l'équipe d'un film. Tu vois, la question elle est super. Cool. Pour essayer de comprendre qui faisait quoi, quel tournage ils avaient aimé, quel tournage ils n'avaient pas aimé, qu'est-ce qu'ils avaient préféré, pourquoi les mauvaises expériences, pourquoi les bonnes expériences, tu vois. Et ça, c'est extrêmement important, de connaître chaque poste de ton film et chaque personne qu'il y a derrière. La première chose, c'est parce que tu apprends, et la deuxième chose, c'est parce que les équipes se sentent considérées et écoutées. Et il faut le faire avec sincérité, bien sûr. Et du coup, les gens se donnent 4 fois plus pour toi. Tu vois, là, j'ai reçu un message encore ce matin de Pierre, qui est un assistant son. Il m'a écrit ce matin, il m'a dit « T'es le réal le plus humain avec qui j'ai pu partager un plateau ». Il me l'a écrit là, je te dis, il y a quelques heures. Je te dis ce matin, c'est même pas cet après-midi. Parce que je crois, en fait, les gens sont tous convaincus qu'avec mon caractère, je suis très directif et tout ça, parce que c'est des vannes que je fais dans mes personnages. Et c'est complètement l'inverse. En fait, je suis quelqu'un qui délègue énormément. J'ai plein de sociétés, j'ai 25 ou 30 personnes avec moi. Et je crois qu'elles sont, a priori... Peut-être demain il y aura un Mediapart contre moi, mais a priori elles sont très heureuses parce que je les considère tous et toutes comme étant extrêmement importantes dans ma vie, dans mon équilibre et dans leur travail. Et en fait, je ne crois pas que quelqu'un qui guide une équipe ou qui lead a besoin de s'énerver, a besoin de menacer, a besoin de hurler. Je pense que ça, c'est un énorme aveu de faiblesse et de manque de confiance en soi. Parce que de toute façon, c'est moi qui décide. Donc pourquoi je me sentirais en crainte? Mais non, mais c'est vrai. Non, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que tu n'as pas à te sentir menacé d'une idée de quelqu'un, puisque de toute façon, c'est toi qui décides. Le réalisateur, il a tout pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Si je veux filmer les dunes pendant 8 heures, rentrer à Paris en disant c'est formidable, c'est le film que je veux sortir, personne n'a rien à dire. Légalement, ils ne peuvent rien dire. Donc, je fais ce que je veux. Donc, pourquoi je me priverais d'écouter les avis des gens, alors que si ça se trouve, ils ont des meilleures idées que moi? Non seulement, au pire, l'idée ne te plaît pas, c'est pas grave, tu la mets de côté. En plus, si l'idée est bonne, elle est à toi. Et dans les deux cas, tu as gagné parce que la personne, elle se sent écoutée. Donc c'est stupide de ne pas le faire. Donc j'ai essayé vraiment de comprendre le métier. Ensuite, j'ai fabriqué chaque étape de ce film. Je n'ai pas loupé un seul jour de montage, pas un seul jour de mixage, pas un seul jour d'étalonnage. Je refusais que le film avance si je n'étais pas là. Ce qui fait que ça a coûté beaucoup plus cher, mais c'était la condition. J'ai voulu garder mon monteur jusqu'au bout. Parfois le monteur, il fait le montage, puis après il s'en va. Le montage, il a duré 9 mois. Pour une comédie, normalement, c'est 3 mois.
Pour le montage, je suis allé chercher Stéphane Pereira, qui est le monteur de Astérix Mission Cléopâtre, parce que je voulais le meilleur monteur. Pour le son, je suis allé chercher Vincent Arnardi. Quand je dis que je suis allé chercher, c'est que tous ces postes avant, j'avais quelqu'un d'autre. J'étais pas content parce que je trouvais que la personne, en fait, je sentais que moi, j'étais une commande pour eux. J'étais un film parmi 2 dans la semaine. Et ça, c'était hors de question. Parce que moi, quand je fais un projet, je mets toute ma vie dedans. Donc, soit tu mets toute ta vie aussi, soit c'est pas grave, on travaille pas ensemble. Donc, je suis allé chercher Vincent Arnardi au scénario. C'est le mixeur d'Amélie Poulain, qui a eu un César pour le mix d'Amélie Poulain. Pour le son, je voulais pas un compositeur de musique de film de commande. Je voulais pas être entre une pub, un autre film et je sais pas quoi, tu vois. J'ai pris Chinese Man, c'est un groupe de musique électronique qui faisait pas de musique de film. Je suis allé les convaincre au scénario. Ce qui fait que la moitié des sons que vous avez entendus, c'est des sons qu'on fait danser la moitié de la planète pendant 25 ans. Et l'autre moitié, c'est Chinese Man qui a co-composé avec un compositeur de film. On a filmé en scope, ce film. En scope, ça veut dire que 100% de votre écran est utilisé. C'est pas une image qui est grande comme ça qu'on a étirée. Parce que je voulais que ça vaille le coup de se déplacer au cinéma. Si vous payez, combien vous avez payé ce soir? 15 euros. Quand vous payez 15 euros pour vous déplacer, alors que le film, vous pouvez le voir gratuitement à la télé dans un an, pourquoi vous vous déplacez? Pour vivre une expérience. Donc, si je vous fais, et d'ailleurs je pense que les comédies doivent se prendre la tête comme ça, parce que, en réalité, moi je te le dis, quand j'ai commencé à monter mon film, je sentais bien que personne ne me posait de questions sur la musique, personne ne me posait de questions sur l'image, personne ne me posait de questions sur le grain. Il y a un grain dans ce film, tu vois, un grain particulier. Il n'est pas plus cher ce grain. Tout le monde peut le faire, hein. Sauf que c'est plus chiant. Parce que tu peux pas te tromper à la lumière, à l'étalonnage, c'est un peu relou, tu vois, c'est plus de travail. Mais ça coûte pas plus cher de faire une belle image. C'est juste que c'est un peu plus chiant, un peu plus contraignant. Mais putain, ça vaut le coup. J'imagine que là, quand vous avez les dunes, là, qui partent dans les dunes, j'imagine avec cet écran, vous prenez quand même dans la gueule. Vous avez quand même un effet de putain, waouh, c'est pas la première fois que vous voyez les dunes au cinéma. Mais là, vous l'avez pris comme ça, déjà parce que ces dunes, vous les avez jamais vues, parce que je suis allé les chercher, je vous ai dit tout à l'heure, vous vous rappelez, du conflit algérien, grâce à qui on a un très beau film, et d'un autre côté, parce que c'est en scope. Donc vous êtes comme si vous étiez dans le désert avec moi. Donc il faut se prendre la tête, parce que sinon vous attendez le film chez vous, et moi je vous comprends si vous attendez le film chez vous. C'est comme pour les spectacles, je fais 2 heures, 2 heures et demie, je travaille 2 ans parce que vous vous déplacez. Pourquoi vous me choisiriez moi plutôt qu'un autre? Vous avez tous des choses à faire, les thunes c'est pas toujours facile. Là il y a des gens, regarde, il est 23h, 23h15, il y a des gens qui bossent demain, il y en a plein qui voudraient bien se barrer d'ailleurs, il faut pas se lever parce qu'ils sont gentils, il y en a qui se sont barrés. Mais je veux dire, tout ça c'est du temps que vous m'accordez, donc il faut que ça vaille le coup. Donc j'ai essayé, au-delà de l'humour qui est important, mais de vous calibrer un vrai film de cinéma. Et si j'ai la chance de refaire des films de cinéma, j'essaierai de faire encore mieux, à chaque fois, pour essayer de faire encore plus incroyable et encore plus drôle. Et j'essaie de m'améliorer, de m'améliorer, de m'améliorer, de m'améliorer. Parce que je pense que c'est le travail de l'artiste. La défense, c'était super. Toutes les questions n'ont pas été à la hauteur. Mais globalement, j'ai passé un grand moment avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci la défense. Merci d'avoir rempli cette grande salle. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le film aussi sur les réseaux sociaux. Ça me fera plaisir de vous lire. Je vous embrasse. Sorti le 11 mars. Le bouche à oreille, c'est grâce à vous. Donc n'hésitez pas à en parler si vous avez aimé. Merci les amis. Merci beaucoup. Et à propos de sortie, la sortie sera derrière vous s'il vous plaît. Merci.